Serengeti. Serengeti. Moi, c'est Anne. Bonjour Anne, c'est Angélique. Bonjour Angélique. Aujourd'hui, je suis dans ton atelier et je crois que j'adore aller parler dans les ateliers parce que je trouve que c'est l'autre face des personnes. En fin de compte, on découvre plein de choses et j'adore. Déjà, il y a de la couleur, mais il y a tellement de matière, il y a tellement de choses dans ton... Je ne sais pas si c'est, on dirait showroom, atelier, comment tu dis toi? Ou c'est ton antre? Alors c'est entre ateliers, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Ouais. On a ce sentiment-là que c'est une entre atelier. Je ne sais plus qui disait que c'était sa chambre à soi. C'était une écrivaine qui a utilisé, une écrivaine anglaise qui disait c'était ma chambre à moi. Et je trouve que là, il y a quelque chose de ça. Donc, on s'est croisés de multiples fois. Sur les salons. Sur les salons. Moi, j'aime beaucoup tes bijoux. Parce que tu as la particularité de faire de la gémologie et des bijoux. Ce qui est pareil, ça me parle bien. Et surtout, tu as des pièces, on aura l'occasion d'en parler, tu vas l'évoquer. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose dans tes pièces qui est extrêmement simple, touchant, et surtout elles ont une part d'histoire ou une part d'ancien, des fois sur certains modèles, sur certaines choses comme la turquoise que j'avais vue, tu sais, celle qui est brodée. Ah, ce motif-là, moi je sais que je l'ai souvent dans l'œil parce que quand je pense à ta joaillerie, des fois je vois ça. Mais il y a plein d'autres choses que tu fais et j'aimerais justement que tu nous parles de ta marque, de ce que tu fais et qu'est-ce qui fait tout ton monde et tout ton environnement. Bon. Par où commencer? Alors peut-être par Serengeti. Donc Serengeti, c'est comme tu sais, mais souvent les gens ne savent pas, c'est un parc en Afrique de l'Est. Et c'est des grandes plaines, enfin c'est une réserve en fait, en Afrique de l'Est, et j'ai grandi là-bas. Donc c'est pour ça que le... Et tu as grandi de quel âge à quel âge pour que ça... J'ai grandi de... En fait, mes parents étaient, ma mère habitait en France et mon père en Afrique, et donc à côté du Serengeti. Et moi, j'ai fait des allers-retours jusqu'à l'âge de 14 ans, 14-15 ans. Et après, j'ai continué à y aller, mais j'étais plus basée en Angleterre et après ici. Ah oui. Donc mais je pense que l'Afrique, c'est quelque chose qui marque et c'est... Beaucoup de gens le disent, ça, que quand on a mis le pied sur le continent africain, il y a une empreinte. Et toi, alors, elle est comment? Ça donne quoi exactement? Dans ton œil, dans ta vision des choses? C'est difficile comme question, ça. Qu'est-ce que ça donne? Sans doute une sensibilité, un goût des matières, je pense, puis peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais en Afrique, tu vois, moi j'ai grandi dans les années 80, il y avait quasiment pas de téléphone en Afrique, donc on apprend à observer en fait. On n'est pas tout le temps, tu vois, je vois les jeunes aujourd'hui sont tous sur leur portable. Ouais, quoi qu'il se passe dans leur environnement, même à table, entre eux, ils peuvent se parler par téléphone. Oui. Et du coup, je pense qu'ils ont... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est ça que j'ai gardé de l'Afrique surtout, c'est le goût de l'observation en fait. L'observation et puis puis des matières, je sais pas, des tissus, tout est des couleurs aussi, enfin tout ce qui fait l'Afrique, mais c'est vrai que c'est difficile à définir comme ça. Oui, mais d'un autre côté, quand on voit aussi... Est-ce que tu avais un attrait pour les pierres déjà ou non, n'est venu que plus tard? Parce que
Oui et non. Oui et non. En fait, mon père était négociant, prospecteur, et donc j'ai grandi dans cet univers des pierres. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc ça vient forcément de là au départ. Et c'est vrai que, mais au départ, moi je voulais faire du bijou. C'était pas les pierres m'intéressaient en tant que matière, mais c'était pas le sujet premier. C'était vraiment. Et puis petit à petit, ça l'est devenu. Mais au départ, c'était pas. Ouais, c'était pas les pierres. Je pouvais les premiers bijoux que j'ai faits, c'était des perles que j'allais chercher sur les marchés. C'était les perles anciennes en verre, la verroterie de Murano en fait. C'était exactement. Ça que j'ai une relation qui m'en a parlé de ces perles extraordinaires qui ont voyagé sur les continents parce qu'il y avait une triangulation importante et c'était un trafic de perles. Donc tu as eu ça. Toi, tu as commencé. J'ai commencé les bijoux comme ça. Ouais. Parfait. Et puis et puis après aussi l'amour des voyages parce que j'ai beaucoup voyagé étant jeune, même si c'était uniquement entre l'Afrique et la Grèce parce que mon père était originaire de Grèce et puis la France et j'ai perdu le fil. Oui, mais c'est un virus, les voyages, quand tu commences à... Je pense, oui. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez touchée. T'as été... assez contaminée. Contaminée par le truc. Donc... Mais c'est vrai que certaines fois, je sais que je ne te vois pas parce que tu es partie. Parce que je suis partie. Voilà. Et je sais que de temps en temps, c'est en Afrique, mais il y a aussi l'Asie. Il y a l'Asie. Moi, j'aime beaucoup l'Asie. Combien de voyages tu fais à peu près par an ? On essaye de faire 2 voyages par an. Donc je dis on, c'est avec mon mari parce qu'on travaille ensemble. Et oui, on essaye de faire 2 voyages par an. Et il y en a généralement au moins un qui est en Thaïlande. Et de là, on va. Ça peut être en Birmanie, ça peut être au Cambodge, ça peut être... Enfin, on essaye de faire à chaque fois un des pays. Donc ça veut dire que, Angélique, je comprends que toi, tu vas te fournir sur place. Tu vas chercher, parce que tu sais qu'en gémologie, enfin, la gémologie est assez vaste. On n'a pas tous les mêmes. Il y en a qui ne souhaitent pas voyager, il y en a d'autres qui. Tandis que toi, tu vas chercher tes pierres, tu les sélectionnes, ou vous les sélectionnez, ou vous allez les chercher. On va les chercher. Oui, ça c'est vraiment le sel de notre activité. C'est ça c'est vraiment ce qu'on aime faire. C'est ça. De partir. D'aller, alors pas sur les mines parce qu'on n'achète pas sur les mines, faut pas. Souvent les gens disent. Oui, il y a des photos comme ça où on voit beaucoup de gens qui sont dans des mines. Des mines, ouais. Ouais. Bon, après on peut y aller aussi parce que c'est. Moi j'aime bien voir d'où viennent les pierres que j'achète mais on n'achète pas directement sur les mines. Mais par contre, on y va pour rencontrer les gens, parce que c'est des rencontres généralement extraordinaires. Quel est ton critère à toi ? Parce que chaque gémologue a un œil différent, a certaines fois une spécificité dans les pierres qu'ils achètent, plus à l'aise dans certaines pierres, certaines couleurs. Et toi, quel est ton œil ? Quelle est ta recherche, ta quête ? Alors, j'ai un gros faible pour les pierres d'Afrique de l'Est, évidemment. Mais j'aime bien les pierres bizarres, on va dire. Dis-moi alors, comment elles sont ces pierres ? Ça va être des pierres laiteuses, ça va être des pierres avec des inclusions particulières. La dernière fois, alors c'était pas au Pakistan, mais on a trouvé des petits... ils sont assez gros d'ailleurs, des péridots du Pakistan avec des petites, ils appellent ça rostel, tu sais, les petites inclusions comme les queues de... Comme une queue de... Queue de cheval, enfin... Non, je te dis... Oui, si, c'est... Non, attends, je te dis des bêtises. Non, c'est des inclusions de Lujivite. Ah, non, je connais pas. Alors, c'est des petites inclusions aciculaires, noires, en fait, tu vois, comme des petites... comme des petites flèches noires à l'intérieur du péridot. Et tu sais que ce péridot-là, il vient du Pakistan exclusivement et de telle mine. Et ça me fascine qu'on puisse retracer l'histoire de la pierre et savoir de quel endroit, tu vois exactement d'où elle vient. C'est comme une sorte de...
comment on dit, une appellation d'origine contrôlée, mais pour les pierres. C'est-à-dire qu'on est capable de dire avec certaines, avec certitude. Pas toutes, hein, elles n'ont pas toutes cette vocation à être identifiées, mais il y a des pierres comme ça qui sont clairement... et toi, ça, je trouve ça fascinant, le côté... Ouais, ça rejoint un peu la traçabilité, tu vois. On aime bien essayer de retrouver l'endroit, et alors quand on peut être sûr, parce qu'on est rarement sûr vraiment à 100%, là on est sûr à 100%, donc ça, je trouve ça assez génial. Et donc tu as acheté ces pierres-là, qu'est-ce que tu cherches d'autre? Qu'est-ce que tu as comme quête d'autre? Est-ce que tu as des coloris ou non, la couleur t'importe peu? Oui, non, la couleur importe peu. Après, il y a des couleurs que j'aime bien, d'autres que j'aime moins, mais ouais, c'est pas forcément la couleur, ça va être plus quelque chose d'un peu particulier. Une spécificité dans une pierre, dans une gemme. D'accord. Quand tu vas là-bas, comme ça, tu pars combien de temps? On part un mois. On part au moins un mois. D'accord. Et donc tu vas sur les marchés, tu vas chez les revendeurs? On a quelques personnes qu'on connaît, on va aussi bien sur les marchés. On va souvent à Chantaburi, où là on reste quelques jours sur le marché pour acheter des pierres. Donc là on voit des pierres d'un peu partout. Et puis je te dis, on essaye de faire un autre pays où il y a pour aller chercher spécifiquement une pierre. D'accord. Donc ça peut être l'année dernière on est resté en Thaïlande, mais le plus beau voyage qu'on ait fait, à part l'Afrique parce que c'est particulier, mais ça va être la Birmanie. La Birmanie, il y a quelques années, on est parti chercher du spinel, c'était magnifique. Les gens sont attachants, c'est vraiment un pays fantastique. On a adoré la Birmanie. Je ne connais pas, j'ai juste entendu dire que ce marché des pierres était géré par des femmes. Est-ce que c'est exact ou c'est juste dans une vallée en particulier? Alors, nous, on n'a pas été jusqu'à Mogok. On a eu un problème de visa. On n'a pas pu monter jusqu'à Mogok. Donc, on est resté on a été à Rangoon. Et puis après, on est monté jusqu'à Mandalay, là où il y a le marché au jade. Il y a des femmes, mais il y a des femmes en Asie sur les marchés des pierres. Il n'y a pas de... Ouais, j'ai pas fait attention qu'il y ait plus de femmes qu'ailleurs. Non, mais c'était peut-être, tu vois, Après, c'est possible, mais j'ai juste pas fait attention. Tu es allé tu as acheté du jade ou là-bas tu avais acheté quoi exactement? Surtout du spinel. Spinel. On a acheté du spinel. Le jade, c'est vraiment très particulier. J'ai pas osé. Si, on a acheté un petit peu de jade, mais pas de pièces qui soient. C'était plus à titre personnel que pour la société, le jade. Je ne suis pas familiarisée encore, moi. C'est vraiment c'est encore un métier supplémentaire. C'est comme les perles, tu sais. C'est exactement ça. Le jade, mieux vaut que tu t'y connaisses, ou sinon c'est pas... Oui, non, moi je me sentais pas d'acheter du jade. Je me sentais pas capable. D'accord. Et le spinel, quelle couleur? Parce que... le gris. Moi je le trouve très beau. Là, je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve qu'il y a... Alors, en plus, il y a un éclat quand il est taillé. Et en joaillerie, je trouve il n'est pas trop utilisé. Ça devient un petit peu... On en voit plus maintenant. Il y a quelques années. J'ai vu plus. Spinel rouge, oui, mais c'est devenu inabordable. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Même pour nous, c'est... Oui, non, c'est plus... Et ce rouge est comment? Parce que j'en ai vu dans des vitrines, des choses comme ça, et toi, tu en as vu sur les marchés? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc plutôt le spinel gris. Plutôt spinel gris. Après, c'est vrai que nous, tu vois, on part avec l'idée de ramener des pierres un peu atypiques et pas de ramener des pierres... le saphir bleu, absolument, ou l'émeraude, donc... C'est vrai qu'on en voit, on voit aussi ce
pas, on voit pas ce qu'on ne cherche pas. C'est ça Ouais, plutôt. non, mais j'entends par là que tu veux aussi te laisser surprendre par autre chose que basiquement les pierres. Ah bah, les pierres classiques, moi je trouve que c'est pas trop. Enfin, acheter, non, je vais pas dire facile, mais c'est plus facile dans le sens où bah, il suffit de mettre le prix et on trouve. Enfin, tu vois, c'est. D'accord. Alors que le spinel est moins en ce moment. Enfin, on redécouvre, on en entend un peu plus parler. Là, j'avais vu dernièrement un article passer et j'ai trouvé que c'était. Et j'ai rencontré aussi une joaillière, tu vois, qui travaillait un peu le spinel. Là, il y avait un joli mélange de couleurs et pareil, on était sur des bleus et des gris. Elle avait fait un mix de bleu et de gris qui était... Ouais, ça doit être joli, ça. Exactement, quand ça te tombe dans l'œil, ça te donne de la lumière, t'es éclairé pour la journée là. Donc quand tu pars comme ça, toi tu vas chercher des différentes choses, tu te laisses séduire par les pierres. Oui, on essaye de partir sans a priori, sans se dire... bon, alors après, c'est vrai que si on part avec une commande, c'est bien aussi, hein, on aime bien ça. Et est-ce qu'il y a tu as des clientes qui te commandent comme ça en te disant... Oui, ça peut, oui. Ah, ok. Des clientes qui me disent, j'aimerais bien trouver... ça va être... c'est pas une tourmaline chrome de... tant de carats de telle forme. Donc ça, ok, donc là, tu y vas et tu as ta liste. Et là, j'ai une liste et... mais c'est bon, c'est chouette aussi parce que puis c'est vrai que chercher une pierre avec quelqu'un dans l'idée, c'est toujours sympa parce qu'on se dit tiens mais on voit des pierres et on se dit mais non mais celle-là elle va pas lui plaire parce que quand on connaît un peu les gens oui, peut-être la forme, peut-être la couleur, elle aime des couleurs qui sont comme ça, elle aime des formes comme ça, donc là je vois, on a quelques clients qu'on finit par très bien connaître et connaître leur goût en fait. Donc. Et puis en plus toi tu es, enfin si je peux me permettre, t'as une grande sensibilité à la relation humaine. Moi je t'ai vu dans des salons, des choses comme ça, tu comprends assez vite le type de personne, tu arrives facilement à comprendre leurs demandes. J'essaye en tout cas. Oui, mais moi, voilà, mais ça c'est peut-être parce que je peux le dire plus facilement étant donné que je t'ai vu faire. C'est plus facile pour moi de le dire que pour toi. Et dans ces pierres-là, est-ce que quand tu les achètes, tu as déjà une idée de ce que tu peux en faire en joaillerie? Ou est-ce que tu te laisses prendre par ces pierres-là et... Non, généralement non. Non, c'est drôle parce que c'est... Pourtant souvent quand je fais un bijou, je pars de la pierre. Mais par contre quand je l'achète, je vais l'acheter parce qu'elle me parle, mais pas parce que j'ai quelque chose en tête. Pas parce que, voilà, t'as pas la création qui vient derrière en disant celle-là j'avais pensé à ça ou j'ai imaginé un bijou comme ça et je vois les pierres qui s'agencent comme ça. Ça peut arriver, mais ça se termine jamais de cette façon-là. Ok, c'est une idée, mais c'est pas la meilleure. Donc après, par contre, quand tu reviens, comment tu fais? Comment tu agences tout ça? Dans ta boîte à trésors, dans ta boîte de 1000 pierres. Après, il y a deux... en fait, parce qu'il y a deux parties dans notre métier. Il y a la partie négoce de pierre et vente de pierre. Et puis, il y a la partie bijouterie qui est plus ma partie, en fait. Donc, et là... alors, quand je rentre, quelquefois, je mets certaines pierres. Tu vois, je me dis, non, mais celle-là, je la garde pour moi. Et puis, je verrai ce que j'en fais après. Et puis, le restant... est présenté sur les salons et va se vendre. Et dans les salons, toi tu fais beaucoup. Combien de salons tu fais par an? Assez peu, on fait 3 salons. On fait Sainte-Marie général ou 3 ou 4 salons par an. Ok, très bien. Et donc en règle générale, ces pierres-là, elles servent à être vendues. Elles sont vendues sur les salons. Sur les salons, sur internet, et puis à des clients qu'on a, tu vois, qu'on a à Paris ou des. Est-ce que tu as des clients qui sont des professionnels ou des clients qui sont entre guillemets, j'appelle ça des clients personnels. Je dirais moitié-moitié.
Ok, donc, mais tu as quand même tu fournis entre guillemets des ateliers ou des grossistes en pierre. Grossistes non, mais des bijoutiers. Des bijoutiers qui savent et qui t'appellent parce que... Qui m'appellent et qui me disent est-ce que tu as telle pierre oui, non, oui, mais non, mais je peux la trouver. Enfin, voilà. Ok, ah donc c'est ça, tu as aussi tous les ateliers qui peuvent potentiellement t'appeler pour... Qui peuvent potentiellement... Ah, ça c'est chouette ça, cette façon de faire. Ce qui fait que ça enrichit quand même pas mal ton choix et aussi ta diffusion. Donc tu as les salons où tu vends... Et tu as un site internet aussi. Oui. Et là, pareil, moi je ne l'ai pas encore vu. Et donc c'est quoi? Ce sont les pierres essentiellement? Alors, il y a 2 sites en fait. J'ai un site où j'ai les bijoux et l'autre avec les pierres. Pareil, à chaque fois. À chaque fois, c'est séparé. À chaque fois, il y a ces deux choses-là. En fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé donc, par faire de la bijouterie plutôt fantaisie. Après, j'ai rencontré mon mari qui lui était, il était en train de... Lui s'est reconverti et on a commencé à travailler ensemble, donc on est tous les deux gémologues et là on s'est dit on se lance dans le... Puis moi j'avais une histoire familiale qui faisait que c'était dommage de pas se lancer donc on s'est lancé dans le négoce. C'était il y a une dizaine d'années et j'ai un peu mis de côté la bijouterie et puis ça me manquait. J'avais vraiment envie de refaire de la bijouterie et donc là tout dernièrement en fait l'été dernier je me suis dit bon allez je me lance. J'ai pris parce que j'avais fait de la bijouterie mais plus du montage, des choses oui, ce que je connais un peu dans certains bijoux que j'ai voilà vu. Puis des choses que je déléguais dans des ateliers et je me suis dit mais non, ce que j'ai envie de faire c'est vraiment de le faire moi-même quoi. Donc j'ai trouvé un petit programme sur internet qui c'est des petits modules, tu sais, des cours sur internet en fait. J'ai acheté, puis j'avais encore un peu de matériel et voilà, je me suis remis et donc là je me suis relancée dans une collection beaucoup plus personnelle parce que je peux vraiment attaquer le métal. Ah c'est chouette. Et alors comment tu définirais un peu tes bijoux? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de toi? Qu'est-ce qu'ils ont de moi? C'est difficile comme question. Qu'est-ce qu'ils ont de moi? Je ne sais pas répondre. Alors, je vais t'aider. Est-ce que tu aimes faire des choses qui sont assez fines? Est-ce que tu mélanges avec les pierres? Est-ce que tu aimes des lignes qui sont organiques ou tu aimes bien le travailler dans une sorte de plus de fantaisie? Est-ce que tu vois des choses comme ça? Est-ce que par exemple une pierre sertie toute simple, j'allais dire toute bête, est-ce que ça fait partie de ta joaillerie, de ta ligne de bijoux? Alors oui, ça peut en faire partie. Après moi ce que j'aime bien c'est vraiment, c'est des bijoux du quotidien qu'on puisse porter quand même tous les jours, mais avec qui garde un côté précieux, puis un côté, tu vois, j'aime bien l'idée qu'on puisse transmettre en fait un bijou. Ce que j'aime faire, c'est, alors il y a 2 parties, là aussi il y a plusieurs facettes. Il y a la partie recyclage. J'aime beaucoup travailler à partir de pièces existantes. Tu vois, là j'ai récupéré des pièces que j'avais tu vois, voilà. Je vois pas mal de choses que tu présentes. Donc ça, tu vois, c'était un petit oiseau que j'avais fait il y a... Un peu comme les oiseaux, tu sais, que l'on trouve en province. Comment ça s'appelle? Ouais. Mais ça, c'est un petit oiseau que j'avais fait il y a une quinzaine d'années, mais qui était... j'avais fait des... Je sais plus ce que c'était un bracelet ou... Donc, là, tu récupères la pièce centrale. Je récupère la pièce centrale, je la retravaille. Tu vois, là aussi, c'est des choses que... Ça, c'est des choses... Puis des choses que j'ai recréées maintenant. Ouais, il y a un style qui est assez simple dans ton graphisme, qui est assez simple, mais assez identifiable
que ce soit la feuille, l'oiseau. J'aime bien aussi c'est une sorte de barrette là avec ce motif de fleurs. Je le trouve assez... Ça avait un petit côté, je l'avais fait en pensant au côté indien un peu, ça me faisait penser à une... C'est ça, un peu comme quand sur les tissus, tu sais, on voit les boutilles qui sont les tissus imprimés. Je trouve qu'il y a ça ressemble pas mal. Et tu vois ça par exemple... Mais c'est vrai qu'il y a une connotation pas exotique, mais il y a une connotation de quelque chose. Tu vois, Angélique? C'est un... Oui, j'ai envie de dire... Et tout en étant simple et comme tu le dis, facile à porter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'extravagance du style indien ou du style... Oui, non, faut pas que ça soit trop... Tu n'aimes pas, tu l'identifies pas comme ça, et c'est vrai. Mais il y a quelque chose. On aurait dit un dragon, non? Alors c'est un dragon. Ah bah tu vois, ça se voit bien quand même. Alors lui, il a une petite histoire. C'était une bague à l'origine. Non. Et d'ailleurs, j'en ai une, tiens, je vais te montrer. Parce qu'elle est grande hein, quand même. Et c'était... En fait, voilà. Donc ça, je l'ai refaite. Mais c'était une bague qui était comme ça, qui était à ma grand-mère. Oh, ok. Qu'elle avait ramenée de Shanghai, je pense. Elle avait oui, non, mais dans la famille, vous voyagez depuis longtemps alors. Oui. Parce que toi, tu me dis que tes parents, mais ta grand-mère... Ma grand-mère, c'était vraiment pourtant, tu vois, elle avait grandi dans un petit village en Bretagne et à 20 ans, elle est partie autour du monde. Et non, mais à l'époque, ça se faisait pas du tout. Et à l'époque, ça se faisait pas du tout, surtout pour une femme en plus. Oui, une femme, une Bretonne. Alors bon, même si on retrouve des Bretons dans le monde entier maintenant, mais à l'époque, on est quoi dans les années quoi? On est dans les années 20, 1920. Bah oui, mais... 20, 25, je pense. Et elle est partie faire le tour du monde. Elle est partie faire le tour du monde. Alors elle avait un chaperon, parce qu'elle n'avait pas le droit de partir toute seule, donc il y avait une vieille tante veuve qui était venue avec elle. Extraordinaire. Et tu as écrit un livre là-dessus? Ah non, j'adorais, je ne sais pas écrire, mais j'aimerais beaucoup. Mais elle a eu une histoire incroyable. Donc en fin de compte, le voyage chez vous, c'est même pas... Enfin, c'est un ADN. C'est quelque chose qui est dans vos molécules. Dans votre... C'est quelque chose que vous avez dans le sang. Que toi, moi, je l'ai toujours. Oui, je pense que. Oui, d'ailleurs, il paraît qu'il y a un ADN du voyageur. Que c'est, tu vois. Qu'il y a quelque chose dans l'ADN qui fait qu'on a le goût de l'aventure ou pas. Donc, je pense que. Moi, je suis persuadée de ça parce que quand je parle avec des gens et dans les gémologues, certains ont cette envie de voyage présente. Ils ont ce besoin, c'est-à-dire que c'est comme un appétit, c'est comme un besoin, c'est comme... Tu vois, ça fait partie de leur vie. Donc c'est pour ça que moi j'en ai déduit qu'il y avait un ADN. C'est pas possible. Mais c'est scientifiquement prouvé, il y a un ADN. Bah voilà. Mais c'est vrai que toi, dans ta joaillerie, il y a quelque chose qui est très, très simple, mais en même temps, on a ce marqueur du voyage, de l'exotique, et qui n'est pas du tout ostentatoire. Parce que tu vois tes pattes aussi. Tu te souviens de ces bijoux pattes? Oui, les petites, pareil. Les petites pattes de lion. Enfin, et ben voilà, moi ça m'avait fait rêver. Parce que c'était des pattes de lion et on peut pas, tu vois, c'est pas un animal que on peut trouver ça que dans un grand continent comme ce que tu as vécu ou tu as vécu. C'était des choses sur lesquelles j'étais assez troublée, moi, de cette partie-là chez toi qu'on découvre. Tu as raison, parce que tu me disais comment est-ce que tu définis tes bijoux et effectivement, je pense que ce qui est commun aux bijoux, c'est et d'ailleurs, quelquefois, quand je fais une collection, je me dis j'aurais bien aimé faire une collection, tu vois, des différents continents en fait, qui a une collection avec l'Asie, l'Afrique, tu vois. C'est ça. La Grèce. Alors, et en quoi la Grèce? Parce que en quoi les bijoux pourraient être. Oui. Là aussi, c'est difficile à définir en fait. Je ne sais pas en quoi. Mais est-ce que c'est plus la Méditerranée ou est-ce que c'est la Grèce avec le motif? Par exemple, moi, quand je pense ça, je pense au motif d'une célèbre marque.
où il y a il y a un travail du métal qui est plus prononcé. Ah, la Laonis. Exactement. Et je trouve que ça identifie pas mal. Il y a beaucoup de joailliers en Grèce et il y a une grande variété de bijoux, et il y a encore plein de ce qu'on retrouve plus beaucoup ici, beaucoup d'artisans. C'est ça. Tu aimes bien le travail aussi du martelage du métal, je trouve. Ou est-ce que je me trompe? Non, j'adore. J'adore partir d'un bloc de métal et arriver à transformer ça en bijoux. Je trouve ça assez magique. Oui, c'est une transformation. En plus, il y a un côté très naïf et en même temps, on est bien dans la représentation que tu donnes. C'est-à-dire que ce soit l'oiseau, que ce soit le dragon, que ce soit les choses comme ça, ou ce motif, tu vois, ton idée, elle est bien là à chaque fois, elle s'identifie bien. Donc ça, c'est assez facile de pouvoir voyager avec tes bijoux. Et là, qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça? Parce que je vois que les motifs sont en pièces détachées. Ah, c'est joli aussi quand il y a des pampilles. Ben là, ils sont tous en tous en morceaux parce qu'ils viennent de rentrer de la dorure. Donc c'est de l'argent pour la plupart. Et argent plaqué or ou argent. Enfin, soit je le laisse couleur argentée, soit je le fais plaqué or. Avec une petite préférence pour le plaqué or parce que j'aime bien le côté. Même si les bijoux sont pas bling bling, j'aime bien le côté doré quand même. Doré, je trouve que ça va bien à ta joaillerie. Je sais pas, il y a quelque chose qui correspond bien. Et après, dans ton idée, jusqu'où tu vas? Parce que je vois là partout. Non, j'ai mes yeux qui sont partout parce que je vois que il y en a partout. Il y en a partout. Autant te dire que moi, ça fait mon bonheur de voir tout ça. Ces motifs. Ah oui, tu en as fait pas mal avec les oiseaux. Et je vois aussi avec des colliers, avec des pampilles. Des pampilles de perles de pierre. Qui sont juste là, comme ça. Tu vois? Oui, des petites pampilles. Ouais. C'est beau, hein? Moi, j'adore. De tanzanite. Ah oui. Là, c'est en Afrique que tu vas aller chercher les tanzanites? Oui, il me reste encore un petit peu. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en Afrique, mais tanzanite, on a été en Tanzanie il y a quelques années. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elles sont belles? Ah, c'est une pierre magnifique, la Tanzanie. Et là aussi, la tanzanite, on sait exactement d'où elle vient. C'est ça. Et là, le pays, enfin la région d'où elle vient, c'est aussi pour ça la gémologie, c'est parce que j'aimerais pouvoir expliquer aux gens d'où viennent leur expliquer d'où viennent les pierres et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait le bijou. C'est l'histoire du bijou derrière et de la pierre derrière la création en fait. Ouais, c'est presque comme si tu les emmenais dans cette partie de l'Afrique, de l'Asie, du monde que toi tu connais. On a l'impression que toi tu es comme un pont en fin de compte. Tu emmènes les gens. Oui, j'aime bien dire on est des passeurs de pierres en fait. C'est ça l'idée en fait. Tu vois, j'adore l'expression. Elle me plaît beaucoup. Alors celle-là, elle va me plaire énormément. Ouais, c'est ça. Mais il y a de ça dans ta gémologie, dans la perception que tu as de ton métier, il y a ça. Et ça, on ne le retrouve pas chez tout le monde parce que en règle générale, c'est pas la demande première. Tandis que toi, ça t'importe de savoir, de transmettre et de savoir. De savoir, oui, c'est ça, exactement. Et de transmettre, alors, bon, je suis contente que tu me dises que ça se sent, parce que c'est vrai que quand les gens achètent un bijou, ils l'achètent généralement parce qu'il leur plaît, parce que il y en a qui ont envie de connaître l'histoire derrière, puis il y en a qui ça n'intéresse pas. Bon, après, absolument, tout ça fait leur droit. Ouais. Mais moi, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir leur dire, voyez, cette tanzanite,
ils ont été, les gars, ils ont été la chercher dans tu sais, des boyaux qui font 60 mètres de long. De profondeur, oui, de c'est profondeur, quand même énorme. Oui. Ça va même beaucoup plus loin que ça va jusqu'à, je crois que c'est 400 mètres les mines de tanzanite. Et il y a une dangerosité là-dedans. Hein. C'est dangereux, il fait une chaleur épouvantable, les conditions de sécurité sont évidemment pas respectées. Mais bon, après, tu vois, c'est toujours difficile d'en parler. Je trouve que c'est toujours difficile d'en parler parce que il y a avec notre œil d'Européen. C'est ça, puis il y a un tel décalage entre la vie là-bas, ce qui peut être vécu, et ça je le ressens toujours quand on revient, ou alors pas avec l'Asie maintenant, mais surtout avec avec l'Afrique, c'est flagrant, tu vois, tu rentres d'Afrique et t'es chargé de tout ce que tu as pu voir, les gens que tu as rencontrés, et puis tu arrives ici, et puis les conditions sont vraiment très très difficiles, notamment en Tanzanie, vraiment très très compliquées. Et tu arrives ici, et toi tu vends un bijou, et les gens, tu peux pas leur dire, mais vous savez, cette pierre-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait pour aller la chercher? Alors tu aurais envie de leur dire ça, mais tu vois, de leur dire, elle est précieuse parce que justement les gens ont sué sang et eau pour aller chercher pour aller la chercher, pour vous ayez une belle pierre, etc. Et t'as envie de leur dire ça, et à la fois non, parce qu'ils achètent un beau bijou, ils sont pas dans ce moment-là, ils sont dans je me fais plaisir, je m'achète un bijou, et j'ai pas envie d'entendre que les gens ont souffert pour sortir ma pierre, tu vois. Oui, mais toi, tu es capable de transmettre ça. Il y a des gens qui... Alors, on a tous dans notre relationnel où on transmet où on vend des pierres, et ce sont les qualités de taille, de ci, de ça, de couleur qui comptent. Mais toi, tu rajouterais presque un autre critère. Moi, je voudrais pouvoir rajouter un autre critère, oui. Oui, ça j'adorerais. C'est ce critère-là que tu donnes, c'est ce qui critère-là. dit, voilà, moi je vais vous parler de l'endroit d'où elle vient. Si vous voulez, je vous la géolocalise. Et d'ailleurs, même si j'avais pensé à ça à un moment donné, je m'étais dit, il faut absolument, ça serait super de pouvoir mettre sur le bijou. Alors j'avais regardé, c'était un peu trop compliqué parce que il aurait fallu, tu vois, sur des bijoux extrêmement chers, tu peux le faire mais là ça aurait été compliqué. Et je voulais mettre des coordonnées GPS sur les bijoux. Mais moi je trouve que ça c'est une très bonne idée. Moi dans les pierres, alors en gémologie on sait que, notamment on en a parlé au début, que c'est certaines inclusions identifient des lieux. Mais je trouve que cette IGPN, je ne sais pas comment c'est le mot, on l'a pour les vins, on l'a pour... en France, oui. Tu vois, cette géolocalisation, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Origine... D'appellation contrôlée. Attends, c'est... Ouais, je ne sais plus l'acronyme, mais... Je le retrouverai. Mais vois-tu, moi, je suis comme toi, ça m'importe de savoir. Ça m'importe de savoir que ce bleu-vert, il vient d'un endroit, et que dans un autre, il est plutôt vert-bleu, que dans un autre endroit, les inclusions sont différentes. Si je fais ce que je fais, c'est pour qu'on me parle comme ça. Tu vois, Angélique, et c'est pour ça que chez toi, j'ai cette perception-là, de dire, en fin de compte, Angélique, avec sa marque, elle est capable de vous dire, ça vient de là. C'est de cet endroit-là. Si un jour vous y êtes... Enfin, je vous le dis parce que vous devez en entendre parler, je vous le dis parce que c'est cet endroit-là qui a fait cette pierre-là. Et ça t'importe en plus. Moi, ça m'importe. Mais tu vois, encore une fois, c'est toujours difficile d'arriver à doser et à trouver pas saouler les gens non plus quand ils ont juste envie de s'acheter un beau bijou, et que tu vois, si tu commences à leur raconter que les gens souffrent et que machin, ça passe pas, tu vois. C'est pas un argument commercial. Non, c'est pas très commercial. C'est pas trop commercial, c'est vrai. Mais peut-être que toi, cette sensibilité-là, tu l'as dans ta recherche,
aussi peut-être que tu dois sentir à des moments où tu peux dire ça. Ah, il y a des gens à qui je peux le raconter, c'est sûr, mais C'est ça. bon, après, oui, effectivement, il y a des fois où je me dis non, c'est pas Non, la peine. c'est de la couleur. Voilà, C'est un bijou, c'est de la couleur, c'est parfait. Et c'est ok avec. Oui, c'est ok. On refait pas le monde. C'est simplement que tu as un supplément. Tu donnes un supplément d'amour aux gemmes. Oh, gentil. Bah, c'est ça qu'on vient de dire. Parce que c'est ça. Quand tu es capable de me dire, bah, ça vient de je ne sais quel boyau de la terre, c'est quand même assez incroyable. Moi, c'est ça qui me parle. Et tu vois, quand on se rencontrait dans les salons, j'avais cette perception-là. Quand tu partais en voyage et que tu me disais, je suis allée, je ne sais plus où, et notamment en Afrique, moins en Asie, parce que l'Asie m'est plus étranger, peut-être je connais pas bien. Tandis que quand toi tu parles de l'Afrique, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose que l'on sent, tu vois, donc ça transparaît même dans tes choix et dans ton discours quand tu parles des gemmes, il me semble. Donc on continue, tu dois continuer comme ça, ce sont des jolies passations. Est-ce que tu veux que l'on parle d'autre chose dans ta joaillerie, dans ta bijouterie? Là, tu es en train de préparer une collection ou tu es en train de monter des choses? Parce que il y a de tout partout. Il y a de tout partout. Il y a de tout partout et il y a tout qui est en petits morceaux. Je me dis que comment tu fais à un moment donné pour rassembler tout ça? En fait, c'est assez organisé en fait. Sûrement. Si tu vois le salaire comme ça, un peu le bazar. Mais tu vois, j'ai un petit... je dessine la collection dans les grandes lignes. Je fabrique les pièces principales. Je les emmène chez le... Donc j'ai un fondeur qui sort les pièces. Je les retravaille. Je les emmène chez le doreur. Je les récupère et après je les monte. Parfait. Donc là, elles reviennent du chez le doreur, c'est pour ça qu'il y a... Oui, c'est pour ça qu'elles sont toutes étalées. Elles sont toutes étalées, et puis je les récupère en 2 fois, donc il y a des pièces qui sont rentrées, d'autres qui sont encore... Et donc ça y est, là, tu as réalisé ta collection, puisque là, tu vas être dans le montage. Là, je suis dans le montage, oui. Donc là, c'est la partie qui est la moins drôle, parce que la partie la plus sympa, c'est d'imaginer. Mais, oui, toi, tu trouves que le fait de monter... Le fait de monter, alors c'est bien parce que je vois le résultat. Et c'est ça, j'aurais pensé qu'il y avait une satisfaction à voir le résultat. Mais toi, il y a une satisfaction, mais pour moi, elle est déjà faite. Pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Ah, ça y est. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, mais bon, il faut la faire quand même. Et en fait, là, je prépare, j'ouvre une boutique éphémère à Ville d'Avray, donc là où j'habite. Oui. Pour le mois dans 15 jours. Donc il faut que ça soit... boulot, là. Dans 10 jours, oui, j'ai du boulot. Angélique Lafaux. Donc combien de temps va être cette... Alors peut-être qu'on ne sera pas dans les temps, mais oui, moi je t'ai souvent pas grave, vu aller dans des pop-up, je t'ai souvent vu aller sur des salons où tu fais comme ça. Donc en fin de compte, tu prépares ta collection pour après la présenter. Mais là, j'en fais plus que d'habitude, puisque la boutique, c'est 1 mois et demi. Donc elle va être ouverte 1 mois et demi. Donc il faut quand même pouvoir... c'est pas mal long, c'est bien. Ouais, donc ça va pouvoir... donc surtout décembre. Surtout, ça ouvre le 19 novembre jusqu'à fin décembre. Ok. Et après, plus si affinité, on verra. C'est une boutique qui est vide pour l'instant. Et donc le temps qu'il trouve un locataire définitif, il la loue. Et toi, tu vas occuper tout l'espace. Et moi, enfin, on sera 3. Il y a une sculptrice et on est trois artistes. Mais tu mélanges, souvent dans les pop-up, tu vas avec d'autres. T'arrives... Oui. C'est particulier parce que tu as ton identité qui est forte et tu te mélanges assez facilement. Oui, parce que je trouve qu'on a toutes... Alors là, ça va pas être ça sera très différent de ce que généralement c'est avec d'autres joaillières. Et je trouve qu'on a toute une identité... Enfin, je sais pas, ça s'est toujours bien passé. On arrive à pas se phagocyter les unes les autres. On arrive à avoir son univers, mais dans un univers commun. Mais
À chaque fois, j'ai remarqué que tu avais cette capacité d'être entourée et d'être singulière. C'est vrai, je ne peux pas dire autrement. Est-ce que tu veux que l'on parle d'autre chose? Ton prochain... Alors là, tu es dans la vente, donc autant dire que c'est presque l'aboutissement, n'est-ce pas? Là, oui, ça va être voilà. l'aboutissement de la fin de l'année. Et donc après, on repartira. Ah bah voilà. Et donc le prochain voyage, il est où? Quand? Alors, comment? Je pense que ça sera la Thaïlande cette année aussi. À partir du mois de... autour du février, généralement, on va partir dans ces... Et en Thaïlande, voilà. Pareil, tu repars dans ta quête. Thaïlande, et après peut-être... on avait envie d'aller au Vietnam, donc peut-être Vietnam cette année, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses voir au Vietnam? Je ne connais pas. Vietnam, alors je crois qu'il y a du spinel. Ah, toujours. Toujours. Mm-hmm. Enfin, pas je crois, je suis sûre d'ailleurs qu'il y a du spinel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais ça va être principalement spinel au Vietnam. Ok. Donc, dans cette petite boutique-là, tu dois penser à tout. Tu as tes vitrines, ton environnement. Comment est-ce que tu le définirais alors, ton environnement dans cette boutique-là, pour vendre ta joaillerie? J'ai envie de dire bazar chic, un peu. Enfin, tu vois, ça va être un peu hétéroclite parce que d'abord, il y a plusieurs années de collections qui vont être présentées ensemble. Et puis... Et il y a plusieurs continents. Et il y a plusieurs continents. Et, voilà. Et on revient toujours à cette histoire qui est un voyage. peu toi, c'est-à-dire le voyage, une joaillerie qui est ton style identifié, dont on a parlé. C'est ça. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Écoute, non, je crois qu'on a déjà bien... On a fait un bon... On a fait le tour des choses. On a fait le tour des choses. On a parlé des pierres, on a parlé de la joaillerie, on a parlé de ton monde qui est extrêmement... C'est ça qui est très surprenant, c'est que tu es extrêmement proche et en même temps on sent que tu as cette capacité à nous emmener sur un autre continent. Moi je suis assez subjuguée par ça parce que je ne connais pas du tout cet autre monde. Et cette partie-là, chez toi, elle est présente, alors elle est assez magique. L'Afrique, je pourrais en parler pendant des heures, je sais pas de... Mais c'est vrai que c'est surtout le... Enfin bon, c'est le voyage, mais particulièrement l'Afrique quand même. Ça, c'est extraordinaire. Bon, alors, on te souhaite de belles ventes. Merci.